Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce dimanche. La CADA, la coordination africaine des droits de l'homme pour les armées, qui renforce les capacités des forces de défense et de sécurité sur la justice pénale internationale et sur les axes du code d'éthique et de déontologie militaire. Avec notre reporter Abou Sanogo, nous irons à Yamoussoukro pour savoir ce qu'il en est. Édition 2020-2021 des Journées nationales du management de la qualité se tient à Yamoussoukro. Réunis pour l'occasion, plusieurs responsables d'entreprises ont passé en revue les nouvelles exigences de leur secteur d'activité. Ces journées sont également un cadre de partage d'expériences pour la performance des organisations. Au Bénin, les électeurs béninois sont appelés aux urnes ce dimanche pour le premier tour d'une élection présidentielle. Seuls 3 candidats sont en lice, dont le président actuel Patrice Talon. De son côté, l'opposition a vu plusieurs de ses candidatures invalidées par la commission électorale. Des incidents ont été enregistrés dans certaines localités du pays. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. En Côte d'Ivoire, diverses études et interventions sur les adolescentes, les violences sexistes, la santé sexuelle et reproductive, les grossesses précoces et droits connexes ont été réalisées, mais très peu portent sur les connaissances, attitudes et pratiques des adolescents en la matière. C'est ce qui justifie justement un projet de lutte contre les grossesses précoces et les violences sexistes chez les adolescents. À l'état des lieux, des connaissances et pratiques a été donc fait en vue de mettre en œuvre un modèle d'intervention permettant d'améliorer les connaissances, attitudes et pratiques en matière de violences sexistes, de santé sexuelle et reproductive, de grossesse précoce et droits connexes. Et c'est de ce projet dont nous allons parler dans le cadre du magazine de ce dimanche avec notre invité, le docteur Auguste Didier Bolo, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Bonjour docteur et merci d'être avec nous ce 13h. Bonjour monsieur Guivet, merci. Alors, je vous retrouve dans une demi-heure. Le temps pour nous est bien d'aborder les questions de défense et de prendre la direction de la CADA, la coordination africaine des droits de l'homme pour les armées, qui renforce les capacités des forces de défense et de sécurité sur la justice pénale internationale et sur les axes du code d'éthique et de déontologie militaire. Récemment, à Yamoussoukro, cette coordination a lancé sa campagne de dissémination du manuel des meilleures pratiques concernant la création et la gestion des mécanismes nationaux pour la prévention des génocides et des atrocités de masse. Les détails avec Abou Sanogo. Prévenir toute situation pouvant déboucher sur la commission d'atrocités ou de crimes de masse. C'est le sens de la campagne de dissémination du manuel des meilleures pratiques concernant la création et la gestion des mécanismes nationaux pour la prévention des génocides et des atrocités de masse. Campagne initiée par la CADA, la coordination africaine des droits de l'homme pour les armées. 30 officiers et 30 sous-officiers issus des forces de défense et de sécurité, des douanes ivoiriennes, de la flore et de forêt ont été formés et sensibilisés sur la dissémination du manuel de bonnes pratiques pour l'établissement et la gestion des mécanismes nationaux pour la prévention des génocides et des atrocités de masse. Cette campagne va donc contribuer à accroître la capacité de prévention en Afrique et au-delà par la diffusion et l'appropriation du dit manuel et permettra donc d'informer les personnels des armées sur la justice pénale internationale et nationale et également sur les grands axes du code d'éthique et de déontologie du militaire. Il y a de bonnes pratiques dans ce manuel. C'est d'abord tout ce qui va servir à prévenir la sensibilisation des populations, l'appropriation des textes nationaux qui, n'est-ce pas, répriment ces violations des droits de l'homme, mais aussi la poursuite des auteurs et la réparation des victimes. Les apprenants saluent la tenue de cette rencontre. Nous, apprenants, nous sommes les ambassadeurs des différents corps auprès de nos chefs et nous assurons que nous saurons transmettre fidèlement tous les acquis à nos chefs, nos hommes et même la population. Cette rencontre a été organisée par la CADA en partenariat avec l'Action mondiale sur les atrocités de masse. Dans le cadre d'un projet consistant au renforcement de la gestion des frontières et la cohésion sociale aux frontières de la Côte d'Ivoire avec le Mali, le Burkina Faso, les autorités ont récemment participé à un exercice de simulation de crise grandeur nature. Objectif, renforcer les capacités techniques des autorités des communautés à faire face à une crise transfrontalière engendrant un déplacement massif des populations. L'exercice s'est déroulé à Oudiné, ville de la région du Cap-Dougou, située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. On fait le point avec Avoué. Des populations d'un village frontalier, suite au déclenchement d'une crise, accourent vers le premier village du pays voisin à la recherche de paix. Elles sont accueillies par les communautés locales qui préviennent aussitôt les autorités.
À partir de cet instant, un comité régional de sécurité est activé. Les équipes techniques et les agents de sécurité de première ligne arrivent sur le site. Sécurisation du périmètre, identification des déplacés, prise en charge des blessés et des personnes vulnérables. Ensuite, les déplacés sont acheminés dans un lieu de transit avec un certain nombre de commodités avant de recevoir la visite du premier responsable administratif de la région. Nous ne sommes pas dans la réalité, mais à un exercice de simulation de crise transfrontalière grandeur nature, le CIMEX. Organisé dans le cadre du projet Renforcer la gestion des frontières et la cohésion sociale aux frontières de la Côte d'Ivoire avec le Mali et le Burkina Faso. Financé par le Japon, il est mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Le CIMEX est un exercice de simulation de crise qui permet d'évaluer, de tester en vue de renforcer les capacités des autorités et des communautés. Donc, cette pratique-là a consisté à déclencher une crise virtuelle d'un pays X vers un pays Y. L'exercice, une première du genre en Côte d'Ivoire, s'est déroulé sous l'œil vigilant des observateurs. Nos missions ici, c'est de voir les forces de sécurité, la façon dont elles ont géré la crise. Et quand beaucoup de personnes se déplacent comme ça et traversent une frontière, toutes ces personnes ne sont pas de bonne moralité. Il y a parfois des infiltrés, il peut y avoir des gens mal intentionnés. En termes d'acquis, il faut dire que les forces de sécurité ont été mobilisées, ont été promptes. Les acteurs de la santé aussi ont été prompts dans la prise en charge. Maintenant, ce qui reste à corriger, on va le dire, c'est la coordination. Il y a des failles. Et au niveau de la critique, ce sont ces failles-là qu'on va mettre en exergue pour que dorénavant, chaque structure de sécurité, chaque structure sanitaire puisse les intégrer en vue de pallier à d'éventuelles crises transfrontalières. Cet exercice est important pour nous et en même temps qu'il nous permet de revisiter, il nous donne d'autres éléments que nous incrustons pour que si d'autres circonstances se présentent, que nous soyons à même de les affronter et d'être opérationnels sur tous les plans pour apporter assistance à ces personnes qui sont en détresse. Une séance de débriefing a mis fin à cet exercice de simulation. Les recommandations de la dite séance serviront à peaufiner le plan d'intervention régional, une sorte de boussole pour la région du Kabadougou et d'autres régions en cas de survenue de crises transfrontalières. Un exercice de simulation qui nous a été raconté par Eve Woué, direction Yamoussoukro dans le centre de la Côte d'Ivoire, où l'édition 2021 des Journées nationales du management de la qualité se tiennent. A réuni à Yamoussoukro, plusieurs responsables d'entreprises ont passé en revue les nouvelles exigences de leur secteur d'activité. Ces journées sont également un cadre de partage d'expériences pour la performance des organisations. Comme chaque année, la RTI est partie prenante de ces journées. Le reportage de Kader Sogodogo. Exigence, qualité, conduite d'innovation transversale et performance financière des organisations. C'est le thème principal des Journées nationales du management de la qualité. Il dirige différents domaines référents à la qualité dans des entreprises publiques comme privées. Leur présence à Yamoussoukro leur donne l'occasion de se retrouver dans une véritable école de formation continue au contact des pairs. Un cadre idéal de partage d'expériences. Initiateurs et experts ont en ligne de mire la performance des entreprises. Il s'agissait pour nous de montrer comment le respect des exigences que l'on retrouve dans la norme ISO 9001 dans sa version 2015 peuvent être à l'origine des innovations dans les organisations et que tout l'ensemble puisse apporter plus de performances financières aux entreprises. Il était important de savoir comment est-ce que le fait de s'engager dans la démarche qualité ne soit plus vu comme un centre de coût, mais plutôt un centre de profit. Comment est-ce qu'on s'organise de sorte à ce que la qualité puisse aider l'entreprise à réaliser des marges importantes et à être davantage performante. Les Journées nationales du management de la qualité sont une initiative de MZK Group avec le soutien de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Plusieurs communications vont meubler ce rendez-vous.
Et l'actualité, c'est également ce geste de reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. La mutuelle du village de Lindoukro, village situé dans le département de Prikro, rend hommage au chef de l'État pour avoir permis au village de sortir de l'obscurité. Depuis le 21 mai 2020, le village a été mis sous tension grâce au programme national d'électrification rurale, ce qui lui a permis d'amorcer son développement. Les populations du village sont donc reconnaissantes au président de la République, Alassane Ouattara. Abou Sanogo. Le village de Lindoukro dans le département de Prikro sort de l'obscurité. Lindoukro désormais connecté au réseau électrique grâce au programme national d'électrification rurale mis en place par le gouvernement. Et pour marquer leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour cette action de développement, les fils et filles de Lindoukro se sont retrouvés à la place publique du village pour lui exprimer leur gratitude. C'était au cours d'une grande journée dénommée Fête de la Lumière. L'électrification de notre localité va impacter positivement la vie de nos élèves, de nos épouses et créer à coup sûr des activités économiques que le manque d'électricité ne favorisait pas. Le parrain, tout en saluant les efforts de développement du chef de l'État, Alassane Ouattara, a invité la population à préserver le climat de paix qui prévaut dans la région. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire en si peu de temps et surtout pour le département de Prikro. Que ce soit Aswadié, que ce soit Morokro, que ce soit Lindoukro, que ce soit Kamleso, que ce soit Serebou, que ce soit Ngoumania, que ce soit Confesso, que ce soit tous ces villages ont été reconnaissants au chef de l'État et je voulais vous dire merci. Les chefs coutumiers de Lindoukro et des villages voisins ont formulé des bénédictions à l'endroit du président de la République Alassane Ouattara et de son gouvernement pour les actions de développement posées dans leur région. Des activités culturelles et récréatives ont meublé cette journée de reconnaissance. Les femmes du Moronou ont convié les populations de la région à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme au plan local. C'est l'inspecteur général d'État Wandoli Théophile qui a parrainé ces festivités. Les femmes se sont engagées à s'armer de courage et travailler davantage pour le développement de la région. Alexis Ouadraogo. Les femmes du Moronou mobilisées pour célébrer leurs droits. Ce samedi à Bongouanou, elles l'ont dit haut et fort leur volonté de jouer leur partition dans le développement du pays. Aujourd'hui, vous nous donnez de réelles opportunités de commémorer cette journée dans le Moronou pour dire oui, que les femmes du Moronou, à l'instar des autres femmes de la Côte d'Ivoire, voire du monde, sont au travail pour faire valoir leurs droits. Parrainant la cérémonie, l'inspecteur général Théophile Wandoli n'a pas manqué de saluer la résilience et l'audace des femmes. C'est le lieu ici de remercier le président Alassane Ouattara et son gouvernement qui ne cesse au quotidien de valoriser les femmes, de leur faire confiance en les associant aux perspectives du pays à travers des nominations. On l'a cité tout de suite ici. Nous, le Moronou, dans le gouvernement, nous avons pu avoir une femme. Ce sont ceux qui refusent de voir, qui ne voient pas que les femmes ont toujours été les piliers, les socles, les vecteurs de développement de nos sociétés africaines. Il faut donc saluer les capacités d'endurance des femmes, leur résilience et leur audace. Femmes, vous êtes des vrais oreillers qui méritent du respect, de l'amour et de la reconnaissance. Les femmes du Moronou entendaient par cette célébration locale apporter leur pierre à l'édifice du développement de la région. Dans le département d'Issiar, les femmes du village de Dibeguye sont désormais réunies au sein d'une association dénommée Azoali. La mission de cette association, lutter contre la pauvreté. Grâce à la culture du riz, ces actions se multiplient. Approvisionnement de la cantine scolaire, soutien financier aux femmes en détresse, pour ne citer que ces exemples. C'est ce que nous révèle Kader Sogodogo. Azouagui en ethnie Bété signifie « prenez soin des enfants ». C'est le nom que s'est donné l'association des femmes de Dibeguye dans la sous-préfecture de Namané. Nous sommes dans le département de Issia. Leur secteur d'activité, l'agriculture. Le faisant, elles veulent se donner les moyens de lutter contre la pauvreté et surtout participer à l'éducation scolaire de leurs enfants à travers l'approvisionnement de la cantine de l'école. L'association de Dibeguye a été créée
il y a quelques années à l'initiative des femmes de Dibogwe en vue de créer des activités génératrices revenus telles que la culture de riz, de manioc et de maïs pour sortir de la pauvreté. Depuis la création d'Azouagui, à son actif, plusieurs actions parmi lesquelles l'approvisionnement de la cantine en milieu scolaire. Pour marquer une pause après des activités champêtres rudes, elles initient des moments festifs chaque année. Pour la présente édition, les femmes Azouagui ont choisi comme parrain le député de Ouangolodougou, Traoré Drissa, qui représente pour elle un ambassadeur du développement local. Ces actions ont dépassé les frontières de Ouangolodougou jusqu'à Issia. L'honorable député salue d'ailleurs les efforts consentis par ces femmes. Votre démarche m'a agréablement surpris, car elle est d'une originalité inimaginable. Offrir une partie de vos durs labeurs à nos enfants afin de leur permettre de se nourrir à la cantine est un geste qui séduit les parents d'élèves que nous sommes. Combien d'élèves ont-ils abandonné le chemin de l'école faute de nourriture à midi? Des milliers. Si nous avons des femmes qui nous aident à prendre en charge nos enfants à travers la culture du riz, pourquoi en ne pas les soutenir? Prochain challenge des femmes Azouagui, dotées d'Ibegoué, d'un dispensaire et d'une maternité pour le bien-être sanitaire de la mère et de l'enfant. La 4e édition du Festival de l'agrotourisme, dénommé le Festiagro, se tiendra du 6 au 8 mai prochain à Biancouma. Il s'agit de faire connaître et valoriser l'agriculture, le métier d'agriculteur et d'éleveur, et de promouvoir les sites agrotouristiques dans la région du Tongpi. La gestion du foncier rural sera au cœur de ces réflexions, c'est ce que nous dit Didier Nguessan. Le temps est donné pour le festival de l'agrotourisme dans la région du Tongpi. Pour cette 4e édition, Biancouma est la ville hôte. Les 6, 7 et 8 mai prochains, le festival va se décliner en plusieurs activités, notamment la formation des agriculteurs aux nouvelles techniques agricoles, un concours culinaire et une visite des sites touristiques de Biancouma. Nos parents n'ont pas encore compris comment il faut vendre une terre. Et ceux qui paient aussi ne connaissent pas comment il faut payer. Raison pour laquelle l'ONG veut mener les gens à comprendre avec les conférences qui vont être dites. Nous voulons moderniser et leur montrer les vraies techniques, n'est-ce pas, de l'agriculture, pour qu'ils puissent rester sur place. Aujourd'hui, la meilleure qualité de café au monde, c'est à Biancouma. Ça, c'est sous ce conseil Café Cacao. Mais c'est pour nous, ONG Écotourisme Côte d'Ivoire, une manière d'amener ces jeunes-là à s'intéresser à l'agriculture. Les festivaliers seront également entretenus sur la gestion du foncier rural pour une cohésion et une justice sociale dans le Tongpi. On continue de parler de culture. Elle s'appelle Maïmouna Koulibaly. Elle a été désignée meilleure danseur du concours de danse au festival du Balafon dénommé Djegele Festival dans la Bagoué. Le concours de danse a été la dernière étape de ce rendez-vous de la promotion de la culture musicale traditionnelle qui a réuni des artistes venus également du Mali et du Burkina Faso. Témoin de ce festival, Issa Tchononyeo. C'est elle, la meilleure danseuse du festival Djegele, édition 2021. Maïmouna Koulibaly, grâce à sa vivacité et sa générosité dans l'effort, a eu les faveurs des membres du jury dans une compétition où 6 candidats étaient en lice. Après sa victoire, elle n'aspire qu'à une seule chose: bénéficier d'aide pour aller à l'école. Bien gagné, je suis très content. Je continue de danser le Balafon. Malheureusement, je n'ai pas fréquenté. Je vous demande ce que vous pouvez faire pour que moi je reçoive demain. Après la compétition du meilleur danseur du Balafon, place au concert. Composé uniquement de femmes, le groupe Africama, toutes des étudiantes à l'INSAC, Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, fait son baptême du feu au Festival international du Balafon. Ce 5e festival Djegele est dominé par la présence féminine. Traoré Aïcha,
une chanteuse bien connue dans le milieu mandingue en Côte d'Ivoire, donne de la voix. Habitué des grandes scènes, le groupe Djarabikan gratifie le public d'un récital riche et varié. Le festival Djegele, c'est aussi la présence des groupes venus d'ailleurs. Djigia, une formation artistique du Burkina Faso, montre sa dextérité à jouer au balafon. Je demande à tous les jeunes dans l'Afrique, tout le monde n'a qu'à prendre au sérieux à jouer le balafon. C'est un instrument qui est partout, très très important, qui dit beaucoup de mélodies dans les balafons comme tu veux. Artiste confirmé au pays des hommes intègres, Ramagoni confirme son talent. Une bonne brochette d'artistes d'ici et du Burkina Faso qui a tenu le public en haleine pendant plus de 4 heures de spectacle. L'apothéose du festival Djegele est prévue ce samedi avec un autre concert pour le bonheur des populations de Boudiali. Voilà, des pieds qui trépignent au son du balafon, un instrument fort apprécié dans le nord de la Côte d'Ivoire, notamment à Korogo. Et on reste à Korogo, débuté le 31 mars. Les funérailles traditionnelles de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly prennent fin aujourd'hui dimanche. À Korogo, l'on note que les délégations sont venues de tout le pays apporter réconfort à sa famille. Hier samedi, c'était au tour des délégations de la CEDEAO, du district du Zanzan, de l'Indénié du Hablin, du Sud Komoué, de Lamé, de l'Angébi-Tiassa et des Grands Ponts de prendre leur place aux cérémonies traditionnelle de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Plusieurs délégations ont été conduites par des membres du gouvernement à Mississauga. 2 semaines bientôt que le balafon résonne à Korogo. Les poros et les masques sillonnent la ville et différents rites sont exécutés. Korogo pleure son fils Amadou Gon Coulibaly dans la pure tradition sénoufo pour la seconde fois, mais pas seul. Depuis le jeudi 8 avril à la place Gondala au quartier Soba, les délégations venant de toutes les régions du pays ainsi que de la CEDEAO se succèdent pour traduire compassion et réconfort à la famille Gon Coulibaly. Chacun d'entre nous ici représente un auxiliaire à côté du chef de canton. Donc cette ouverture qu'on a avec la famille nous permet aujourd'hui d'avoir cette grande quiétude ici à Korogo. L'homme a été trop tôt arraché à notre affection. Nous le pleurons tous les jours. Nous gardons de l'homme donc un homme d'État, un homme engagé, un travailleur acharné. Chaque région est venue apporter sa contribution pour le repos de l'âme de celui que l'on appelait affectueusement AGC ou le lion. Entre autres, Lamé, avec plus de 60 têtes couronnées, en passant par l'Angébi-Tiassa, le Sud Komoué et l'Indénié du Hablin avec son abondant. L'ex-chef du gouvernement ayant passé une partie de sa vie scolaire à Dabou et son père ayant des liens très étroits avec Philippe Grégoire Yassé, ex-président du Conseil économique et social, les grands ponts ont effectué massivement le déplacement avec à leur tête le ministre Esmel Essis. Amadou Gon Coulibaly était aussi membre de la génération Obodjoro et président d'honneur de l'association des Obodjoro de Dabou. Il était plus qu'un frère de génération, un frère par la tradition, un frère par l'histoire, un frère au niveau professionnel. Et les grands ponts, qui comprennent donc le département de Jacquesville, de Grand Laou et de Dabou, ne pouvaient pas ne pas être présents à ces grandes cérémonies traditionnelles. Les alliés du district du Zanzan, à savoir le Gontougo et le Bunkani, n'ont pas dérogé à la règle. À leur tête, le ministre d'État Adjoumani Kwasi Kobenan et la ministre Niale Kaba ont effectué le déplacement avec 3 danses traditionnelles. Des danses qui ne sortent qu'à de grandes occasions pour magnifier l'homme. Avant sa mort,
Il était venu dans le Gontouo pour poser la première pierre de l'université qui aujourd'hui est en train de prendre des allures heureuses. Nous étions devenus des frères et donc il est tout à fait normal que nous soyons là pour prendre notre part de deuil. Pour soutenir la famille, des dons en nature et en numéraire ont été effectués par les délégations. La famille Gonkoulibaly a exprimé toute sa gratitude à tous ceux qui ont pris part aux obsèques de AGC. C'est un mot de remerciement et de reconnaissance de l'ensemble de la famille vis-à-vis de toutes ces délégations pour les signes d'affection et les nombreux dons qu'ils ont fait à la famille. C'est un grand merci à la Côte d'Ivoire, à tout le monde. Un grand merci au président de la République. Amadou Gonkoulibaly est décédé le 8 juillet 2020. Il a été inhumé le 17 juillet. Ses funérailles traditionnelles prennent fin ce dimanche 11 avril. Et ici à Abidjan, hier samedi à 19h, l'instant était au recueillement à l'église Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera, 10 mars 2021, 10 avril 2021. Voilà déjà un mois que l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko a tiré sa révérence. Les populations continuent de chérir son souvenir, son successeur. Le nouveau chef du gouvernement, Patrick Hachi, a fait une demande de messe d'action de grâce en sa mémoire qui s'est tenue justement hier samedi. Ce qu'il faut également savoir, c'est que des prières ont été dites pour le repos de son âme et de soutien à son épouse ainsi qu'à leurs enfants. Alexis Ouedraogo. Prière et recueillement pour le repos de l'âme de l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ce 10 avril, voilà exactement un mois qu'il tirait sa révérence. À la demande de son successeur, le nouveau chef du gouvernement, Patrick Hachi, une messe d'action de grâce a été dite en sa mémoire à l'église Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera. Prière pour le repos de son âme et pour soutenir sa veuve et ses enfants. En présence de plusieurs membres du gouvernement, famille, amis et proches autour de Yolande Bakayoko. Le 18 avril prochain, la cérémonie de 40e jour à Séguéla, un autre moment de recueillement dans la pure tradition musulmane dont il était pratiquant. Et dans l'actualité internationale, nous le disions dans les titres, les Béninois sont appelés aux urnes ce dimanche pour le premier tour d'une élection présidentielle. Seuls 3 candidats sont en lice, dont le président actuel Patrice Talon. De son côté, l'opposition a vu plusieurs de ses candidatures invalidées par la commission électorale. Des incidents ont été enregistrés dans certaines localités du Bénin. Le président de la commission électorale nationale autonome a d'ailleurs lancé un appel au calme. Ici, en Côte d'Ivoire, les Béninois résidant dans le pays ont voté. Notre reporter Laure Goretti est allé constater ce vote. Le reportage, Laure Goretti, Alexis Ouedraogo. Ce dimanche 11 avril, jour d'élection au Bénin, près de 5,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur chef d'État. Avec eux, ceux résidant en Côte d'Ivoire. Je viens d'accomplir mon devoir citoyen. Acte citoyen, acte patriotique. Et à l'image des compatriotes du Bénin, les Béninois résidant en Côte d'Ivoire sont sortis exercer leur devoir. Je viens de voter et ça me fait un grand plaisir. Je remercie sincèrement le gouvernement qui a pensé à nous en Côte d'Ivoire. Voter pour son pays, c'est très important. Quelle que soit ton préoccupation, c'est la première des choses d'abord. Donc j'ai fini, maintenant je peux aller à l'église. Les bureaux ont ouvert autour de 7 heures avec une affluence timide. Dans les locaux du consulat béninois à Abidjan, quelques ressortissants, eux, sont déçus de ne pas pouvoir voter. On est venu de San Pedro, on est arrivé ce matin pour accomplir notre devoir citoyen. À notre arrivée, il y a d'autres qui ont pu trouver leur nom sur la liste. Mais par contre, il y a d'autres qui n'ont pas pu trouver leur nom sur la liste. Donc, ce qui veut dire que nous autres, on n'a pas pu voter. Il y en a qui ne retrouvent pas leur nom sur la liste électorale parce que, ayant fait l'enregistrement dans une localité, n'ont pas accompli la formalité de transfert. Donc, ils sont surpris de ne pas être sur la liste ce matin. Et c'est bien dommage.
Le centre de vote d'Abidjan est l'unique pour toute la Côte d'Ivoire, mais aussi pour le Mali, le Burkina, le Ghana et le Togo. Les dépouillements devraient commencer à partir de 16h, heure de fermeture. Et dans l'actualité internationale également, au Tchad, on vote ce 11 avril 2021 pour la présidentielle. Le président sortant, Idriss Déby Itno, âgé de 69 ans, brigue un 6e mandat. Et pour cette présidentielle, 7 candidats sont en lice, dont le président Idriss Déby. Une partie de l'opposition s'est retirée de la course et a appelé au boycott pour dénoncer les violences contre l'opposition. Un des enjeux de cette journée électorale va donc être la participation. Et il faut rester vigilant, mesdames et messieurs, la Covid-19 est toujours présente en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier samedi 10 avril 2021 à 56 nouveaux cas de Covid-19 sur 2902 échantillons prélevés, soit 1,9% de cas positifs, 276 guéris et un décès. À la date du 10 avril 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 45 145 cas confirmés, dont 44 473 personnes guéries, 261 décès et 411 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 551 900. Le 9 avril, 5 673 personnes ont été vaccinées, soit un total de 66 496 personnes vaccinées contre la Covid-19. On parle toujours de santé. Ce qu'il faut également savoir, c'est que des organisations de la société civile, en partenariat avec l'Association internationale humanitaire Action contre la faim, ont présenté à la Bourse du travail de Trashville les 6 nouveaux axes de leur projet d'amélioration des compétences des bénévoles contre la malnutrition en Côte d'Ivoire. Ces orientations visent à renforcer le plaidoyer, les mécanismes de suivi et les actions de communication engagées pour la nutrition dans le pays. Jean-Marc Djadji. Des organisations de la société civile présentent 6 nouvelles orientations aux partenaires internationaux engagés contre la malnutrition. Objectif de cette initiative, renforcer les capacités des volontaires afin d'améliorer le suivi de programmes de nutrition et de mettre en œuvre une politique efficace de coordination entre les populations et le gouvernement. Je pense que ce qu'ils ont essayé de faire avec les outils qu'ils ont développés, c'est essayer de voir comment on peut organiser, standardiser les actions d'une région à une autre de manière à ce que tout le monde pousse dans la même direction et qu'au-delà de ça, on ait des données qui remontent, qui leur permettent au niveau national de nourrir un plaidoyer qui sera plus efficace. Ces documents pourront permettre à toutes les organisations de la société civile de lutter efficacement et de façon standardisée contre la malnutrition. Depuis le 3 février 2017, ces organisations de la société civile sont engagées pour la nutrition à travers le plan national multisectoriel de nutrition, PNMN, et des plans régionaux de nutrition en particulier. Place à présent au Dimanche Magazine et notre invité de ce Dimanche Magazine, c'est le docteur Auguste Blibolo qui nous a rejoint sur ce plateau. Docteur Didier Auguste Blibolo, vous êtes enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et une problématique, une question, sinon des questions ont retenu votre attention. Comment aider par exemple les adolescents à faire face aux violences sexistes, aux grossesses précoces, mieux à gérer leur santé sexuelle et reproductive? Alors quelles sont les raisons qui ont motivé, on va le dire, un tel intérêt pour ces questions? Merci, M. Guivet. Alors, il faut dire que ces questions relatives aux violences sexuelles, sexistes et à la santé sexuelle reproductive et aux grossesses précoces sont des défis majeurs pour notre pays, mais aussi pour le monde entier. Parce qu'il faut savoir que près de 14 millions d'adolescentes deviennent mères. Et 90% de ces adolescentes sont dans les pays en développement. Et les questions de violence sexuelle sont très récurrentes en Côte d'Ivoire, si bien que les autorités sanitaires en ont fait une priorité. Donc vous comprenez pourquoi notre intérêt est grand pour ces différentes questions. Et justement, cet intérêt se résume en un projet dénommé Adolescence, violence sexiste, santé reproductive et grossesse précoce en Côte d'Ivoire. En quoi consiste ce projet, dites-nous? Alors, il s'agit d'un projet de recherche-action participative qui vise à faire de la recherche utilisable. D'accord. Pour pouvoir orienter les différentes interventions sur le terrain
à travers les résultats que nous allons produire. Donc, c'est un projet qui est censé se dérouler en Côte d'Ivoire, particulièrement dans la région du Haut-Sassandra, qui compte 4 départements, Daloa, Vavois, Issia et Zoukougbeu. Alors, c'est un projet qui est bâti autour de 3 grands axes. Un axe de recherche au départ des interventions, une phase d'intervention pilote et une dernière phase de recherche évaluative. Et docteur, justement, en parlant de recherche, vous avez mené une série d'enquêtes sur le terrain, sur un échantillon bien défini, n'est-ce pas? Exactement. Alors, comme toutes les autres enquêtes de type CAP, c'est-à-dire comportement, attitude et pratique, dans le domaine des sciences socio-comportementales, notre étude a visé uniquement les adolescents et les adolescentes de 16 à 19 ans de la région du Haut-Sassandra et a porté exclusivement sur les connaissances, attitudes et pratiques en matière de violence sexuelle, de santé sexuelle reproductive et de grossesse précoce dans ce milieu de personnes. Alors, docteur, des enquêtes qui vous ont également permis d'aboutir à un certain nombre de conclusions sur les sujets identifiés. En quoi consistent ces conclusions? Alors, les conclusions de nos enquêtes seront rendues publiques le mois prochain. Mais en attendant, pour cette circonstance, on peut noter quelques résultats préliminaires. Habituellement, on a l'habitude de penser que les adolescents et les adolescentes sont victimes de violences venant d'adultes, de personnes plus âgées. Mais notre étude montre que des adolescents et des adolescentes eux-mêmes sont acteurs de violences sexuelles sur d'autres adolescents. Et ça, c'est une première au niveau des connaissances de ce phénomène. Et il y a des chiffres qui illustrent parfaitement ce résultat. résultat. Exactement. On sait par exemple qu'entre 2 à 8% des adolescents affirment avoir pratiqué du viol sur d'autres adolescents. Entre 7 à 17% affirment avoir fait du harcèlement sexuel et entre 1 à 16% affirment avoir pratiqué ce qu'on appelle les violences de type, je ne dirais pas léger, mais des attouchements des parties intimes, je m'excuse. Allez-y, je vous en prie. Oui. Donc, ce sont ces comportements, viol, harcèlement sexuel, manipulation des parties intimes, qui constituent les comportements dits qualifiés de violence sexuelle en Côte d'Ivoire. Et quelles sont les raisons qui pourraient expliquer de tels comportements justement au niveau de ces adolescents-là? Vos études ont certainement pu mettre en lumière certaines raisons. Exactement. Alors notre étude nous a également permis d'identifier parmi d'autres facteurs certains qui nous paraissent plus importants. Le premier facteur, pas par ordre d'importance, c'est le fait que ce sont des adolescents et ils n'ont pas conscience de la gravité de ces actes qu'ils posent en violant, en harcelant sexuellement et en faisant des attouchements des parties intimes de leurs camarades. Ils prennent ça comme du jeu. D'accord. Et ils n'ont pas conscience du fait que ce sont des actes graves qui peuvent entraîner la contagion en matière d'IST et de VIH-Sida, mais aussi entraîner des grossesses non désirées. Ils n'ont pas conscience que ce sont des actes qui sont punis par la loi. Ils prennent ça tout simplement pour du jeu. Deuxième facteur qu'on a identifié, c'est le fait que des normes sociales de genre favorisent la tolérance de ces différentes pratiques, notamment le fait de savoir que cette personne est mon copain ou mon fiancé ou ma petite amie. Je peux me permettre de lui faire des attouchements, de l'harceler sexuellement ou même de le violer
sans craindre de poursuite ou de condamnation. Alors des jeux dangereux qui peuvent avoir de terribles conséquences et justement les violences sexuelles qui ont pour conséquence occasionnellement aussi des grossesses précoces sur ces jeunes filles qui deviennent aussi des femmes avec le temps. Et notre reporter Sephora Zegui, vous allez le voir dans cet élément, s'est intéressé au sujet. Suivons ensemble ce reportage de Sephora Zegui. Les violences sexistes persistent en Côte d'Ivoire. Les organisations de défense des droits humains et les structures d'accompagnement des victimes estiment que l'ampleur du phénomène est de nature à susciter des inquiétudes et recommandent d'intensifier la lutte contre ce fléau. Parler ou dénoncer les auteurs, c'est un exercice encore très difficile pour les femmes et filles qui subissent des violences. Aider les femmes à sortir de la précarité et se prendre en charge financièrement, telle est la lutte engagée par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Au plan national, l'État a créé une trentaine de cellules genre basées au sein des commissariats de police afin de faciliter l'accès des victimes aux différentes voies de recours. S'agissant des grossesses précoces, 3700 mineurs tombent enceintes chaque année en Côte d'Ivoire. Déscolarisation, avortement clandestin, rejet par la famille sont entre autres les conséquences qui sont parfois dramatiques pour ces jeunes filles. Depuis 2013, le gouvernement a fait de la lutte contre les grossesses précoces l'une de ses priorités, mais on dénombre encore un nombre élevé de grossesses chaque année dans le pays. Alors docteur, rapidement, que vous inspire cet élément ? Oui, alors effectivement, cet élément est tout à fait évocateur de ce que je disais tout à l'heure, à savoir que lorsque vous êtes le copain ou la copine de quelqu'un, la société admet un tout petit peu que vous ayez des droits sur cette personne, y compris le droit de violer la personne. Ce qui n'est pas normal, ce qui est condamné. Ce qui est condamné. Et même le droit de lui porter des coups, comme ce qu'on vient de voir. Et notre projet vise justement à informer, à éduquer, à donner plus de connaissances aux adolescents sur la gravité de ces pratiques-là parce qu'ils n'en sont pas suffisamment conscients. Et c'est pour ça que ces adolescents aussi s'adonnent à ces pratiques et après ils se rendent compte qu'ils sont en erreur. Alors docteur, quel est l'état d'avancement des activités prises en compte par ce projet ? Alors actuellement notre projet qui s'étale sur 3 ans et qui est financé par le CRDI, le Centre de recherche pour le développement international du Canada, a commencé ses activités en 2019 et 2020 avec des activités de recherche sur le terrain. Et après cette phase de recherche de base, la phase des interventions va suivre durant une année. Et au cours de cette phase, on va demander à des ONG qualifiées pour pouvoir mener des interventions en direction de ces jeunes adolescents pour pouvoir les amener à un réarmement moral et intellectuel qui les arme contre toutes sortes de violences et toutes sortes de dangers relatifs aux problèmes de santé sexuelle et reproductive des grossesses précoces. Et vous faites bien d'en parler parce que j'allais justement vous demander les solutions que vous préconisez face à ce problème. Voilà, donc votre question est tellement pertinente que ça m'amène à dire que la solution que nous préconisons parmi plusieurs solutions qui existent, c'est qu'il faut agir sur les connaissances des adolescents eux-mêmes pour les amener à être autonomes face aux violences, face aux problèmes de santé sexuelle et reproductive et face aux problèmes de grossesse précoce. Parce que jusque-là, c'est des interventions extérieures qui ont été menées pour pouvoir les protéger, mais nous pensons qu'il faut eux-mêmes leur donner les moyens intellectuels pour pouvoir se protéger en connaissant mieux ces différentes difficultés qu'ils subissent chaque jour, aussi bien de la part des personnes âgées que de la part de leurs propres
amis, camarades de classe et de génération. Alors juste avant de finir ce rapport, à quelle fin l'avez-vous élaboré? Est-ce pour le mettre à la disposition des décideurs pour qu'ils puissent servir d'aiguillon en termes de stratégie pour justement combattre ce problème de société? Tout à fait, vous avez bien dit le mot aiguillonner. La recherche action participative que nous menons vise effectivement à orienter, à éclairer les interventions de terrain, aussi bien pour nos partenaires ministériels, institutionnels qui ont pour mission de lutter contre les violences sexuelles et les grossesses précoces, mais surtout pour le CRDI qui a besoin de ces données pour enrichir la base de données et enrichir la connaissance sur la question. Merci docteur d'avoir été avec nous dans le cadre de ce Dimanche Magazine. Juste avant de refermer les pages de cette édition, je rappelle que dans le cadre justement de ce Dimanche Magazine, nous recevions le docteur Auguste Didier Blibolo, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, venu échanger avec nous sur un projet de lutte contre les grossesses précoces et les violences sexistes chez les adolescents. Bon dimanche à toutes et à tous. Dieu garde la Côte d'Ivoire. C'est la fin des cours pour cette matinée. C'est dans cette maison.